Bonjour. Oui, donc, certains d'entre vous sont peut-être d'abord allés mécaniquement à l'autre amphi. Les deux derniers cours ont lieu ici, donc celui-là et le dernier qui sera dans 15 jours. Je m'excuse donc pour les perturbations dans le calendrier. D'une part, j'étais absent ces dernières semaines, mais ça c'était prévu. Mais puis par ailleurs, depuis mars, comme vous savez, il y a des cours qui ont sauté, souvent au tout dernier moment, à cause des grèves et des manifestations. En fait, le collège avait très peu de visibilité sur les transports, etc., et les disponibilités du personnel. Et parfois, les cours ont sauté au dernier moment. Alors, certains d'entre vous sont peut-être venus et sont tombés bredouilles. C'était immédiatement mis sur le site, mais ce n'était pas toujours en avance. Voilà. Alors, je vais aujourd'hui terminer ce qu'il y a à dire, et il y a vraiment beaucoup à dire sur le grand temple de Tartissanguine, qui est donc vraiment le principal temple colonial grec d'Asie centrale, avec celui d'Aïranoum. Je rappelle donc la publication de Réfé de base, études comparant les deux temps, ça vous les avez déjà vus, je reviendrai là-dessus. Le plan du temple, disons dans son premier état. Voilà, les tentatives de restitution graphique. Oui, c'est quand même quelque chose dans son premier état qui était tout à fait monumental, avec des colonnes très hautes, tout en pierre, ce qui n'était même pas le cas au temple d'Aïranoum. Alors, j'ai signalé dans mon cours précédent que ce temple était dans une implantation extrêmement, disons, immédiate, extrêmement ingrate, parce qu'il est coincé entre une arête montagneuse et le fleuve. Il n'a pas de plaine, pas de terroir agricole. Voilà, il est ici. Vous voyez, l'arête montagneuse ici, des terroirs agricoles, il y en a, mais plus loin. Immédiatement, il n'y en a pas. Et au bord du fleuve, on peut pêcher. Pas tellement, parce que les rivières locales sont pas les deux rivières qui confluent à Tartissanguine, l'Ocus et l'Oxus, sont pas vraiment des endroits favorables à la pêche. On trouve surtout des silures, des gros poissons-chats qui mangent tout le reste et qui sont pas excellents pour la consommation. Et d'ailleurs, les archéologues ont été très surpris de constater que dans ce temple consacré au culte des os, dans le matériel osseux, on ne trouvait pas d'os de poisson. Visiblement, on ne consommait pas de poisson sur place. Alors, non, j'ai donc dit que si on l'a mis là où il est, c'est évidemment parce qu'il y avait une forte volonté. Disons, ça peut s'expliquer par la grande sacralité du lieu et aussi par une volonté politique. Et il y a eu les deux, évidemment. Alors, la sacralité du lieu est on est ici, vous voyez, à un endroit tout à fait stratégique, le confluent donc de deux grandes rivières qui avaient une importance immense dans l'Antiquité. Le problème est qu'il y a toujours discussion pour savoir laquelle s'appelait comment. Aujourd'hui c'est la Moudaria, il n'y a pas de problème. On a toujours, à partir de Tartissanguine, ça s'appelait l'Oxus dans l'Antiquité, grand fleuve connu de tous les géographes de l'Antiquité, et dont la forme actuelle, la forme iranienne locale, c'est Warsh, bien, qui a donné Warshou, Oxus, Oxos en grec. Le problème est qu'en amont de Tartissanguine, on a longtemps considéré que l'Oxus, c'était là où aujourd'hui on considère qu'est la Moudaria, c'est-à-dire ici, le cours supérieur qu'on appelle le Daria Ipanj, et les fouilleurs d'Aïranoum ont toujours considéré qu'Aïranoum était sur l'Oxus. Bien. Mais il y avait eu des voix contraires, et en fait, depuis les
les historiens du XIXe siècle, Barthold et Marquardt, qui avaient quand même attiré l'attention sur le fait que le nom aujourd'hui, il est attaché à cette rivière qui est aujourd'hui considérée comme un affluent. Mais bon, est-ce que ça n'était pas dans l'Antiquité considéré comme le cours principal? Alors, il se trouve que, bon, avec Claude Rapin, depuis un certain nombre d'années, nous soutenons ce point de vue, que en fait, l'Oxus, c'est la rivière du Warch. Ça ne fait pas l'unanimité. Bon, Henri-Paul Francfort n'est pas d'accord avec nous. Il est en faveur de l'ancienne théorie hydrographique, et l'Oxus ici. Alors, ça a une importance parce que, à double titre pour ce temple. D'abord, comme nous allons voir, c'est le temple de l'Oxus. Le dieu qui est adoré là, et on n'en cite aucun autre dans les inscriptions, c'est Oxos en grec. C'est le temple du dieu Oxus. Alors évidemment, petite difficulté, c'est que ça marche aussi bien avec une des théories qu'avec l'autre. Parce que vous voyez, il est ici le temple. Alors, théorie classique, l'Oxus, il est là, donc il est sur l'Oxus. Théorie Rapin-Grenet, l'Oxus, il est là, il est sur l'Oxus. Voilà. Bien. Mais, alors, il conflue dans notre théorie, il conflue la rivière qui est ici, n'est pas négligée. Alors, oui, bon, évidemment, on a l'impression ici que vraiment l'affluent c'est ça, et que le fleuve principal c'est ça. Mais la cartographie moderne est peut-être trompeuse, parce que la rivière Warch est aujourd'hui très appauvrie par la construction d'un grand barrage. Et dans l'Antiquité, elle a certainement été beaucoup plus puissante. Bien. Alors, ce qui dans notre théorie coule ici, c'est le War, et c'est pas n'importe quoi, ça a aussi une valeur mythologique importante, puisque le War, c'est une forme qui dérive de l'ancien iranien Warwi, Oxus c'est Warshu. C'est une racine qui signifie probablement la rivière impétueuse. C'est la racine Warch. Vous avez ça encore en allemand, Warxod. En anglais, Waxing Moon, la nouvelle lune. Bien. Ici, si c'est le War, ce serait Warwi, c'est-à-dire la bonne rivière. Et la bonne rivière, elle est dans l'Avesta. Elle est mentionnée dans l'Avesta. C'est la rivière où le prophète Zoroastre, allant puiser de l'eau pour des libations, a eu la vision des divinités. Donc, c'est sacré aussi. Alors, de toute façon, on est sur... donc voilà, réponse à la première question. On est sur un lieu qui était un emplacement qui était ressenti comme rempli de sacralité. Alors, par ailleurs, dans les découpages administratifs antiques, la frontière entre les deux satrapies de Bactriane, capitale Bactre, et de Sogdiane, capitale Samarcande, passait sur l'Oxus. Bien. Alors, théorie ancienne, la frontière était là. Voilà, et Aïchanoum était donc sur la frontière. Théorie Rapin-Grenet, la frontière était là. Bien. Alors, je dirais, dans les deux cas, c'est pareil, ça marche. Ce temple a probablement une valeur confédérale, parce qu'il est à la limite entre deux grandes entités ethnico-administratives anciennes. Ça pouvait être, c'était le temple des Grecs, c'était aussi des rois grecs séleucides, c'était le temple des Bactriens, et c'était aussi le temple des Sogdiens. Alors, il y a une mention probable du temple de Tartisanguine dans la littérature géographique antique, c'est dans Ptolémée, qui mentionne un lieu qui s'appelle Oxeiana, et qui, bon, sa carte est extrêmement perturbée, mais il le met sur l'Oxus, effectivement, et un endroit dans sa carte qui pourrait bien correspondre. Enfin, on ne voit pas d'alternative. Et Oxeiana, Eiana, c'est un suffixe grec qu'on trouve assez souvent pour les noms de temples. Donc, très vraisemblablement, ce lieu qu'a enregistré Ptolémée, c'est le temple de l'Oxus et la petite ville qui allait avec.
Bien. Alors, il se trouve que... donc, j'ai parlé de la haute sacralité du lieu, mais quand on avance dans le temps, on a l'impression que la notion d'Oxus tend un petit peu à se banaliser. Enfin, c'est-à-dire, pas vraiment à se banaliser. On sait qu'il a existé, au moins dans un cas, un temple de l'Oxus, à un endroit qui n'était pas sur l'Oxus. Il est cité dans les documents bactriens de Rhodes, c'est ici à peu près, Tashkourgé, Rhodes, ici, les fameuses archives bactriennes. C'est un contrat tardif, 713, où est mentionné le temple du dieu Oxus. Eh bien, on n'y est pas. Ce temple était dans le voisinage, c'est pas celui-là. L'Oxus a fini par être adoré dans des endroits qu'il ne baignait pas forcément. Il faut savoir ça. Alors, ça nous amène à nous rappeler, à évoquer l'importance du nom, de ce nom divin dans l'onomastique. C'est très fréquent dans les noms, on ne l'a pas du tout dans les noms propres en Iran, mais dans les noms propres en bactriane et en sogdiane, c'est très fréquent. Et cela depuis la période grecque. On l'a déjà dans les inscriptions de la trésorerie d'Aïkhanoum. Et évidemment, il fonctionne comme nom divin. Hein. C'est don de l'Oxus, protégé par l'Oxus, etc. Donc on voit que c'est un nom divin. En bactriane, ça pose pas de problème. Alors en sogdiane, c'est très fréquent. Alors vous me direz, à l'époque antique, la sogdiane arrive jusqu'au temple de Tartisangine, donc ils pouvaient considérer tout à fait ce temple comme le leur, et c'est mon opinion, voilà. Mais on trouve quand même que dans des noms même très tardifs, jusqu'à l'époque de la conquête arabe, on a toujours des noms sogdiens formés sur Oxus, à un moment où les frontières de la Sogdiane se sont rétractées. Hein. La Sogdiane, à partir de l'époque Kouchane, 1er siècle, au sud, elle s'arrête ici. Hein. Et après, ça finit par remonter, par pratiquement se confondre avec la plaine de Samarcande. Alors, donc, ça nous indique donc que ce dieu fluvial a marqué les esprits, a marqué la dévotion, y compris à des époques où il n'avait plus de valeur strictement locale. Voilà. J'imagine que c'est comme en Gaule, il y a des gens qui s'appelaient Tiberius. Ils n'étaient pas nés au bord du Tibre. Bien. J'ai donc sacralité particulière du lieu. J'ai mentionné aussi la probabilité d'une volonté politique au moment de la fondation. Bon, c'est évident. C'est une fondation roi. Alors voilà le site là, tel que avec le fleuve. Des bancs de sable, on voit pas le confluent, on n'aperçoit pas le confluent ici, il est juste un petit peu là. Les montagnes ici en face appartiennent à l'Afghanistan. Oui, alors voilà, je disais donc les deux noms, Oxos ou Arche et Okos, la bonne rivière, qui coule depuis le pays des Ariens, c'est-à-dire vraisemblablement le Pamir. Alors, on n'a pas d'inscription de fondation. On n'a pas non plus de monnaie associée au premier état du temple. Mais on a des critères qui permettent de penser que le temple a démarré sous les premiers souverains séleucides et très vraisemblablement Antiochos Ier, soit à l'époque où il était roi associé à son père Séleucos, soit au début de son règne personnel. Ce serait à peu près au même moment, d'après les dernières idées en cours, ce serait à peu près au même moment que le début d'Aïkhanoum, ou peut-être même un petit peu avant. Bien. Alors, je l'ai rappelé aussi, Antiochos, il a quelques raisons de fonder un grand temple d'un dieu, un temple probablement confédéral, d'un grand dieu fluvial régional par là, car il est lui-même un demi-bactrien.
sa mère Apama, ça veut dire, d'ailleurs, ça veut dire, Apama s'est fondé sur le dieu des eaux. Sa mère a un nom qui a un rapport avec le culte des eaux. Et lui, il fonde le temple de l'Oxus. C'est sûrement pas par hasard. Sa mère Apama, épouse de Séleucos, était la fille de Spitamène, qui a été un des grands rebelles bactriens au moment de la conquête d'Alexandre. Donc, alors, une raison qui permet de penser à cette époque, c'est que, je vous ai donc parlé de ces gigantesques colonnades qui sont donc qu'on restitue, oui, qu'on restitue, parce que dans l'état du temple qu'on a trouvé, elles n'existaient plus. Hein. Ici, le portique, il est bouché par un mur à l'époque Kouchane, pour transformer tout ça en une cour intérieure. Et de tous les chapiteaux qui avaient été sculptés, à part certains fragments, on en a gardé un, qui est celui-là, et qui permet des conclusions très intéressantes, parce que c'est le petit frère de chapiteaux qu'on trouve en Asie mineure au temple de Priene, donc sur la côte égéenne. Alors, le fouilleur Pichikian pensait que ça permettait de dater la fondation de l'époque d'Alexandre, parce que le temple de Priene était considéré comme ayant été financé par Alexandre. Bon, maintenant, Paul Bernard a montré qu'en réalité, il y avait deux états du temple de Priene, un deuxième état d'époque séleucide, et que ce type de chapiteau correspond au deuxième état. Donc ça permet de resserrer les choses. Le format des briques, ça c'est un critère en fait souvent instructif. Les briques du temple de Tartisanguine, c'est des très grandes briques qui font 50 sur 50. C'est des briques crues. C'est le format des briques achéménides. Et il se trouve que à Aïranoum, on a aussi des briques carrées, mais elles deviennent plus petites. Elles tendent à se rapetisser avec le temps. Donc là aussi, c'est un indice, disons, voilà. Année 280-290. Alors, contre Aïranoum, j'ai dit qu'on avait trouvé certains portraits dans la ruine du temple, des portraits en argile crue, qu'on n'arrive pas vraiment à rattacher à des rois. À Tartisanguine, c'est quand même plus précis. On a ce portrait-là. J'aimerais qu'on diminue un peu la lumière, mais je ne crois pas que c'est possible. Voilà, bon, c'est évidemment un Perse, ou un Bactrien. C'est un Iranien, avec sa barbe, son bonnet de feutre, et les deux pans du bonnet qui tombent, de feutre qui tombent sur les joues, et qui, quand il est à cheval, peuvent être ramenés devant la bouche. C'est typiquement l'équipement du cavalier iranien ou bactrien. C'est évidemment un grand personnage. Alors, qui est-il ? J'avais suggéré à Paul Bernard que dans une galerie de donateurs royaux, c'est peut-être bien le grand-père Spitamène, le grand-père d'Antiochos le fondateur, qui aurait été associé de manière posthume à la fondation du temple. Cette idée faisait beaucoup rire Paul Bernard, qui considérait que mon esprit s'égarait. Bon, voilà. Alors, on a aussi... lui, c'est évidemment un roi. Hein. C'est un roi grec, puisqu'il a le bandeau. Hein. Alors, lequel ? C'est très déformé, hein, c'est de l'argile crue. Évidemment, en cherchant bien, on pourrait aussi avec vous voyez la structure des mèches, on pourrait éventuellement penser à Séleucos, éventuellement. Mais il y en a un qui est plus convaincant, c'est lui. Alors, pareil, en argile crue. Alors, celui-là, ces trois-là, vous les avez vus, je n'en doute pas, quand vous avez visité l'exposition du trésor du Tadjikistan il y a 3 ans à Guimet. Ils y étaient tous les trois. Voilà. Alors lui, ça c'est Paul Bernard qui a proposé ça. C'est pas généralement accepté, mais moi je pense qu'il a raison. Ce serait Eucratide.
le dernier grand roi grec dont j'ai beaucoup parlé, puisque c'est certainement lui qui a présidé à la dernière reconstruction du temple d'Aïkhanoum. Bon, là, il a son casque, c'est la magnifique monnaie de 20 statues. Je sais plus, elle doit faire 200 grammes, ou je ne sais pas, la plus grosse monnaie de l'Antiquité. Elle est au cabinet des médailles. Une énorme monnaie d'or, trouvée par hasard au siècle dernier dans l'émirat de Boukhara. Dans la journée qui a suivi la découverte, je crois qu'il y avait 20 morts. Et puis, finalement, elle a fini par arriver à Paris au cabinet des médailles. Et voilà, cette statue. Et alors là, il n'a pas de casque, mais il a le diadème royal. Mais bon, c'est un homme âgé, plus âgé sans doute qu'ici. Et la structure du visage, le menton en galoche, le nez un peu assez busqué, ça fait vraiment les tempes dégarnies, ça fait vraiment penser à Eucratide. Voilà. Alors, j'ai dit, l'objet ici, contrairement à Aïkhanoum, où on n'a pas d'inscription pour nous dire sous quel dieu était adoré, on doit s'accrocher avec le fragment de la sandale du Zeus et la plaque de Cybèle. Là, on a de l'évidence épigraphique grecque. Alors, trouvé en fait très tôt dans la fouille, et ça a vraiment réglé le problème, une dédicace, à la suite d'un vœu, Atrosokès a dédié à Oxoi, à Oxus, au dieu Oxus. Alors, Atrosokès, c'est un nom iranien. Ça veut dire brandon de feu. Alors, les fouilleurs avaient pensé que c'était un prêtre du feu. Mais en fait, pas du tout, pas forcément. Tartampion pouvait porter des noms comme ça. C'est des noms dévotionnels. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le dédicant est un Bactrien. Bon. Mais il dédie en grec. À vrai dire, à cette époque, il n'a pas le choix s'il veut dédier, parce que c'est la seule langue pratiquée dans le royaume gréco-bactrien, à part, je l'ai dit, peut-être un peu d'araméen dans des usages administratifs très locaux. Donc c'est une base dédicatoire et qui porte une petite statue. Alors voilà, petite statue bien déroutante parce que c'est pas véritablement une image du dieu Oxus. Bon. C'est un petit silène, plutôt un petit satyre bien identifié dans l'art grec, c'est Marsyas, qui joue de la double flûte. C'est un rival d'Apollon qui a... ils se sont livrés à un concours musical. Apollon a joué de la lyre et Marsyas a joué de la double flûte. Et Marsyas a perdu. Et comme il s'était moqué d'Apollon, Apollon l'a fait écorcher vif à un arbre. C'est souvent représenté dans l'art antique. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Parce que on a des images, ça ne correspond pas à ce qu'on attendrait. Voilà, par exemple, ici, on a un sceau en araméen, d'époque sans doute achéménide, qui vient du trésor de l'Oxus, donc je vais être amené à reparler. C'est inscrit Warshu, Oxus, c'est clair. Et là, c'est une image plus attendue. C'est un taureau à visage humain, à tête humaine, comme on a en Mésopotamie. C'est une façon assez habituelle dans l'Antiquité de représenter les dieux fluviaux, comme un taureau à face humaine. Plus tard, on a des monnaies kushanes, très rares d'ailleurs, inscrites Oxus, et vous voyez ce qu'on a choisi comme image, c'est évidemment Poséidon. On ne peut pas vraiment être sûr qu'il y avait le trident, mais enfin, on voit très bien que l'image, le prototype, c'est Poséidon. Et là, vous voyez, il tient un poisson dans la main. Voilà. Donc, là, c'est clair. Pourquoi Marsyas au temple... Alors, c'est Paul Bernard a débrouillé le rébus. C'est par un système d'association un peu compliqué. Marsyas, il a donné son nom à l'une des rivières à une des sources de la grande rivière du Méandre en Anatolie occidentale. Le méandre qui fait des méandres, c'est d'ailleurs de là que vient le mot français méandre. Ménandros en grec, et Menderes en turc.
c'est la rivière qui se jette à... est-ce qu'elle se jette... je ne sais pas si elle se jette à Izmir ou... Enfin, c'est la grande rivière, une des grandes rivières de la Lycie et de la Lydie. Et c'est l'une des sources du méandre, et donc il a pu être... Son image a pu servir pour exprimer, pour désigner la rivière du méandre. Mais qu'est-ce que vient faire la rivière du méandre sur l'Oxus? Eh bien, il y a probablement eu une identification entre les deux. C'est-à-dire, c'est un phénomène bien connu dans les colonisations grecques. Les Grecs emmenaient avec eux leur toponymie et leur toponymie sacrée. C'est-à-dire ils rebaptisaient leurs montagnes, leurs rivières, ils en transportaient les noms avec eux et ils rebaptisaient sur les territoires qu'ils colonisaient d'après les noms qu'ils avaient apportés. Donc on n'a pas la preuve que l'Oxus ait été renommé Méandre, mais il y a probablement eu un processus d'identification. Ce qui rend ça vraisemblable, c'est que nous savons qu'une partie des colons grecs de Bactriane venait de là. De la ville, notamment la dynastie royale qui a succédé qui s'intercale en fait entre les Séleucides et Eucratides, c'est-à-dire les Eutydémides, venait de la ville de Magnésie du Méandre. Donc on est probablement dans l'entourage de la cour. Voilà, c'est ce qui explique le choix de... il y a aussi un côté jeu allusif, évidemment. Seuls des esprits distingués et au courant des choses pouvaient savoir que, en représentant l'Oxus sous les traits de Marsyas, on rendait hommage à la patrie des souverains grecs de Bactriane. Alors, on a d'autres raisons. L'association avec Marsyas ne s'arrête pas là, parce que je vous ai donc dit qu'il joue de la double flûte. Des flûtes, il y en a une grosse quantité dans le matériel votif trouvé à Tartisanguine. Je crois qu'on a 50 éléments maintenant d'ivoire. Et ce n'est pas des flûtes locales. Ça a été étudié, c'est des flûtes de facture purement grecque. C'est parmi les flûtes les mieux préservées, les plus sophistiquées qu'on ait. Certaines ont des anches. Il y a déjà des équipements pour raffiner le son. J'en avais déjà parlé. C'est peut-être un assortiment qui aurait été... c'est l'équipement d'une troupe. Alors, est-ce que ça leur a été confisqué ? Est-ce qu'ils ont laissé ça sur place à titre de matériel votif? Enfin, on ne sait pas. Mais c'est quand même intéressant que dans un endroit où le dieu local est représenté par un flûtiste, on trouve cette grande quantité de flûtes. Alors, on a quelques-uns... Il se pourrait que, localement, l'Oxus ait pu être assimilé aussi à Apollon. On a pensé à d'autres identifications. En fait, on n'a pas d'éléments épigraphiques pour dire ça. Ce qui est solide, c'est qu'on a le nom Oxus, à plusieurs reprises. Donc sur cette dédicace, également, on l'a sur des vasques en pierre. Je ne les ai pas reproduites ici. On a juste le nom à l'Oxus. Et c'était des vasques qui servaient pour le culte, visiblement. Bon. Et puis, sensationnelle découverte, faite il n'y a pas longtemps, on a, regardez bien ça, ce sont des éléments de moule en terre cuite qui ont servi à faire des gros chaudrons en bronze, mais des énormes chaudrons. Et c'était inscrit. Donc évidemment, quand on voit la photo comme ça, c'est à l'envers, donc ici c'est redressé. Et ça porte, alors il y en a deux. Visiblement, c'est des moules qui n'avaient pas marché. Ça avait été cassé, il y a eu des tentatives malheureuses, ça a été retrouvé dans un remblai. Alors, problème, la date.
Les fouilleurs, d'après la date qu'ils attribuent au Remblai, disent la fin de l'époque gréco-bactrienne, peut-être vers 130. Mais en fait, Paul Bernard, d'après la forme des lettres, et d'après certaines particularités linguistiques, pense que c'est beaucoup plus tard. Ce serait de la fin du 1er siècle de notre ère, aux alentours de 100. Bien. Alors il y a un argument archéologique, c'est la céramique qu'on a trouvée avec dans le Remblai. Les fouilleurs l'avaient datée trop tôt, maintenant on sait qu'elle est compatible avec cette date plus tardive. Alors là, pourquoi cette date plus tardive? Alors déjà, le texte. Aloxus, Hiromoïs, fils de Némiscos, Molra Pares, attendez, parce que là, c'est pas très facile à Molra Palres, j'ai oublié un R, Mol Palres, ça veut dire garde des sceaux, a consacré un vase en bronze de 7 talents. Est-ce que j'ai quelque part? Oui, non. Voilà. Alors déjà, bon, ce qui tend à indiquer qu'on n'est pas vraiment dans l'époque grecque, c'est que pour dire garde des sceaux, on utilise un mot bactrien. Ce qui est parfaitement clair, c'est molro. Ça a donné, c'est mour en persan aujourd'hui. C'est le sceau. Parlerait bon. Enfin, ça veut dire garde des sceaux. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est un très haut personnage de la cour et certainement de la cour couchane. Némiscos, ça rappelle les noms aristocratiques couchants, qui ont souvent des finales en shke, les rois, Kanishka, Uvishka, Vasishka. Donc on est dans un entourage aristocratique couchant. Le type de l'écriture, c'est très très proche de la plus tardive inscription grecque qu'on connaissait en Bactriane, celle du roi couchant Vimataktu, aux environs de 100 après Jésus-Christ, l'inscription dite du Dashtinaour, publiée initialement par Fussman, relue par Sims Williams. Ce serait cette époque-là. C'est-à-dire qu'on touche au moment où le grec va être abandonné. C'est l'ultime expression du grec dans les chancelleries locales, et puis il va être remplacé par quoi? Remplacé par la langue bactrienne locale, qui va continuer à s'écrire en caractère grec, mais pas vraiment les mêmes. Alors, il y a aussi, bon, le grec n'est pas... il y a des fautes d'orthographe, le grec n'est pas très très correct. Donc on voit bien que c'est pas de la bonne époque grecque. Alors, j'ai mon idée là-dessus, en fait. Pourquoi est-ce que c'est cette inscription-là qui nous a conservé l'ultime témoignage de l'usage officiel de la langue grecque? Eh bien, parce que le dédicant, c'est le garde des sceaux. Et donc, il avait sous la main, dans sa chancellerie, les derniers scribes qui étaient capables à peu près, de composer une inscription en grec. Et comme c'était chargé d'un grand prestige culturel, il a utilisé ça et il s'est fait faire cette inscription. Donc on voit, on a quand même l'attestation du nom du dieu Oxus, donc depuis l'inscription dédicatoire d'Atrosokès, qui doit être de la fin de l'époque grecque, peut-être vers 150 par là, avant. Ici, on est en 100 après, et on voit que le dieu, c'est toujours l'Oxus. Alors, petit retour sur le matériel enfoui. J'en ai reparlé brièvement à propos des flûtes. Alors, il faut savoir, ce matériel a été trouvé presque intégralement dans des fosses qui étaient creusées dans les couloirs, dans les corridors de sacristie. C'est un matériel qui a été caché ou mis au rebut. On soupçonne quand même, le temple ayant vécu 500 ou 600 ans, il a très probablement été pillé plusieurs fois ou menacé. Bon, c'est soit des caches, soit peut-être tout simplement qu'on mettait au rebut des dons, des objets pourtant très de grande qualité artistique,
mais qui n'étaient plus à la mode. Voilà, et je vous avais dit, c'est un peu mon idée pour les ivoires de Begram. Pourquoi on les a retrouvés dans une pièce que plus jamais personne n'avait rouverte depuis le 1er siècle après Jésus-Christ? Peut-être tout simplement que ces ivoires indiens avec des femmes nues, ça plaisait plus beaucoup au goût des couchants. Voilà, c'est mon idée. Alors, on a par exemple, un certain nombre de ces objets d'ivoire sont magnifiques, sont associés à des armes. Et ces armes, tout simplement, c'était plus les types d'armes qu'on utilisait. Donc l'objet n'avait plus d'association militaire claire. Ici, en fait, c'est miniature, c'est votif. C'est une garniture de fourreau, d'un poignard, enfin, d'une dague, avec un lion, ça c'est un thème achéménide, hein, un lion qui attrape un cerf, et ici en bas, un mouflon enroulé, c'est une boutrolle. C'est la pièce qui permet d'éviter que la pointe de la dague ne crève le fourreau et n'aille percer l'artère fémorale du cavalier. C'est comme ça qu'est mort Cyrus. La boutrolle de son fourreau s'est cassée et en montant à cheval, il s'est pris la dague dans l'artère fémorale. Donc c'était une précaution utile. Alors, les fouilleurs ont essayé, assez systématiquement, de mettre en rapport l'iconographie de ces offrandes votives avec les hypothèses qu'on faisait sur la nature du culte. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode, parce que ça peut être tout à fait contingent. Ces objets pouvaient donner tout simplement parce c'était des belles offrandes. Alors on a ici, bon évidemment, on a la nymphe Scylla avec sa rame. Alors ça c'est une boutrolle aussi. Évidemment, ça peut avoir un rapport avec la nature du culte. Bon, mais ici, on a dit que c'était un Apollon. Donc, voilà, assimilation de Martias, Oxus, Apollon, etc. Mais Paul Bernard a montré qu'en fait, c'est un Éros. C'est un petit amour. Alors ça, c'est une partie de relief en terre crue. Je crois que la totalité des objets que je montre là étaient à l'expo à Guimet. Alors, voilà c'est Héraclès avec sa massue qui est en train de terrasser. Oh, la photo est mauvaise. Un personnage, un Silène, qui l'attrape par les cheveux. Voilà, ce sont de magnifiques œuvres, mais qui ne permettent pas forcément des conclusions sur la nature du culte. Alors, il y a par ailleurs de très nombreuses offrandes, ça c'est un peu déroutant. Il y a une énorme quantité d'armes, et notamment de flèches. Au point que dans les trois gros volumes en russe de la publication finale rédigée par Litvinsky, il y a un volume entier, le volume 2, qui est sur l'armement. Il y a des cuirasses, il y a des pointes de lance, des pointes de flèches. C'est la plus grande, je crois que c'est la plus grande quantité d'armes trouvées sur un site déterminé en Asie centrale. Pourquoi? Alors, on peut faire des hypothèses. Si Apollon, d'une certaine manière, est présent et associé au culte ici, Apollon est le dieu de la chasse. Son équivalent iranien, Tishtria, est aussi le dieu de la chasse. On va voir, Tishtria apparaît sans doute dans une légende plus tardive, c'est localement. Ça peut être aussi, le sample est sur un gué stratégique. Alors, est-ce que c'était pas tout simplement des mouvements de troupes? C'est-à-dire que les troupes partant au nord ou au sud, en général, le front le plus proche, c'était le front nord face à la steppe, s'arrêtaient, faisaient leur dévotion au temple et déposaient symboliquement des armes. On peut faire ce genre d'hypothèse. Alors, sur les pratiques cultuelles. Contrairement à ce qu'ont écrit les fouilleurs, et ça a été démonté par Paul Bernard, il n'y a pas d'autel dans la cour. Ou plutôt, altar, c'est pas des autels, c'est des bases de statues. Et dans la celle-là,
il y avait là aussi une base de statues. Ces statues ne sont pas parvenues. Elles étaient probablement en bronze et refondues. On a des fragments. On a le fragment de... Oui, on a une main en bronze d'une grande statue qui était peut-être la statue de culte, mais on ne peut pas savoir ce que c'était. Bon. C'était Oxus. Est-ce qu'il était déjà représenté comme Poséidon? Ça, on ne peut pas dire. Alors, par ailleurs, les fouilleurs ont voulu voir partout des bases avec des petites dépressions qui auraient servi pour des libations, etc. Et Paul Bernard a montré que ce n'était pas ça. C'était de la récupération. C'était en fait des pierres de seuil. Et les trous en question, c'est des crapaudines. C'est-à-dire que c'est les trous dans lesquels on fait entrer les gonds des portes. Et comme ça a été récupéré après, réutilisé dans la cour, les fouilleurs ont pris ça pour des ustensiles cultuels. Non. En fait, on peut penser évidemment qu'il y avait un autel. Il y avait certainement un autel dans la cella. Il y avait un ou deux. Il y avait certainement un autel dans la cour. Alors qu'à Aïkhanoum, on a trouvé l'autel dans la cour. Là, on ne l'a pas vraiment identifié. J'ai déjà signalé, donc, autre instrument du culte, les vasques en pierre inscrites au nom de l'Oxus, et puis à quelque chose d'extrêmement curieux. Dans la cour, probablement, ça remonte à l'époque grecque, et ça n'a pas duré très longtemps, et c'est là où il y a eu le remblai, où on a trouvé les fragments de chaudrons inscrits. Il y a un puits escalier qui a été creusé. Mais alors, pas n'importe quoi. Il a été fouillé, il fait 15 mètres de longueur et il a été vidé sur une profondeur de 12 mètres 40. Et ils n'ont pas atteint le fond. Les archéologues sont arrivés à la nappe phréatique. Les fragments de chaudron ont été trouvés là, dans le comblement. Il a été comblé sans doute au fin 1er ou 2e siècle de notre ère. Des marches grossièrement taillées. C'est pas du tout quelque chose de très soigné, mais visiblement on voulait atteindre l'eau au fond. Alors ça pose quand même problématique parce que la rivière elle est à 100 mètres. Alors pourquoi s'embêter à ce point? Alors il y aurait deux hypothèses. Ce serait que c'était destiné à pratiquer des sacrifices animaux et on ne voulait pas souiller l'eau de la rivière. Ça, Strabon parle de ça à propos des Iraniens. Il y a une autre hypothèse plus vraisemblable qui a été retenue par Paul Bernard et que je préfère aussi, c'est que l'eau de la rivière n'était pas considérée comme pure et qu'on avait besoin pour le culte, disons, zoroastrien, entre guillemets, iranien, d'une eau pure. L'eau, d'après les renseignements donc, que j'ai pris sur place auprès des fouilleurs actuels, l'eau de la rivière qui coule devant, les eaux mêlées de l'Oxus et de l'Ocus, est à peine considérée comme potable. Et puis, d'ailleurs, on voit dans le traité, dans le Bundaïch, le grand traité théologique Pélévi, où il y a tout un chapitre géographique, il est question, on dit que les eaux de la rivière Oxus sont infestées de créatures néfastes. Il y a des serpents, il y a des silures, et encore une fois, je vous l'ai dit, on n'a pas trouvé d'os de poisson sur ce site fluvial, ce qui est quand même assez remarquable. Donc, on a probablement cherché, on avait besoin d'eau pure pour le culte, et on est allé chercher très profond. Ça rappelle tout de suite un autre temple dont je ne parle pas cette année, mais dont je parlerai l'année prochaine, en Bactriane, c'est Surcotal. À Surcotal, on a aussi un puits très profond, sauf que là, on ne sait pas s'il y avait une source sur le site, mais il y a un puits très profond, en bas de l'escalier, et la grande inscription Kushan, en langue bactrienne, qui commémore la restauration du temple, ne parle
pratiquement que du recreusement du puits. C'était considéré comme très important. À Aeranum, comme je l'ai dit précédemment, il y a toujours eu un canal dérivé d'eau courante qu'on a maintenu dans la cour. Donc l'élément aquatique, la nécessité d'avoir une eau courante ou une eau pure était considérée comme vitale, et ça, évidemment, ça rappelle tout à fait une exigence absolument fondamentale du culte zoroastrien. Dans le culte zoroastrien, il faut du feu, mais il n'y a pas d'office liturgique qui ne nécessite l'utilisation d'une eau pure. Bien. Alors, gros sujet polémique, était-ce un temple du feu? C'est comme ça que les fouilleurs l'ont publié. Et pour eux, le temple du feu, c'était donc... il y avait deux chapelles à feu, celle-ci et celle-ci. Alors, il faut savoir qu'il s'agit ici de massifs ajoutés en avant de l'élément central, la celle-là, les corridors arrière, mais semble-t-il quand même de la même époque, ou un peu après. Alors, je vous l'ai dit, la fouille de ces installations est loin d'avoir été satisfaisante. Ah oui, alors je suis en train de revenir en arrière, excusez-moi. Ah oui, voilà. Voilà. Oui, voilà le temple tel qu'il apparaissait à l'époque Kushan, c'est-à-dire que vous voyez la double rangée de colonnes dans la cour est en fait condamnée. Il y a un mur qui vient boucher tout ça, mais on a toujours ici ces deux massifs curieux, n'est-ce pas, avec ces chambres là, et visiblement un souci ça apparaît comme des petits sanctuaires annexes. On retrouve les éléments du sanctuaire principal. Une pièce de culte, une sorte d'une sacristie, et puis une entrée qu'on s'efforce de mettre en chicane. Enfin, vous voyez, il y a un accès direct depuis la partie principale, ici. Mais par l'extérieur, on dirait qu'on ne souhaitait pas que les visiteurs tombent véritablement sur le feu qui se trouvait dans ces pièces, ce qui serait un argument pour dire que oui, c'était des sanctuaires du feu, puisque on sait que dans les temples du feu zoroastriens, on s'efforce d'éviter que le regard du visiteur tombe sur le feu. Il y a toujours une protection, c'est en chicane, où il y a une pièce en avant. Seul le clergé peut arriver directement face au feu. Alors, le problème, c'est que sur l'architecture, on peut raisonner comme ça. Sur les aménagements destinés à porter le feu, on n'a pas d'indices chronologiques. On n'a pas de bons indices chronologiques parce que la fouille, vous voyez, je vous ai déjà montré, c'est ni fait ni à faire. Hein. Là, visiblement, ils ont creusé sous ce qu'ils considéraient comme une plateforme à feu en terre crue. Ils n'ont sans doute pas compris dès le début ce que c'était. Ils ont sur la photo, aux choses accusatoires, on voit subsister ceci, qui n'est pas du tout un élément structural, c'est ce que les archéologues appellent une bermette. C'est un petit témoin de terre qu'on laisse entre deux sondages. Ça n'aurait jamais dû figurer sur la photo. Bon, ça c'est l'autre, enfin, il y en a deux qui sont symétriques. Ça oui, c'est celui-là, celui-là. Bon, on voit que ça a brûlé, hein. Les murs sont calcinés, il y a une grosse quantité de cendres, ça c'est sûr. Mais brûler depuis quelle époque? Oui, voilà, ça c'est c'est le plan et la coupe d'une de ces deux installations. Alors,
Bon, la coupe est inutilisable parce que on voit c'est pas une vraie coupe archéologique qui a été faite d'après la section. Ça a été reconstitué après coup, d'après des cotes prises au théodolite. Bon. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui a été trouvé là, c'est tardif. Parce que vous voyez ce qui est réemployé dans la plateforme à feu. C'est un chapiteau. Oui, donc, c'est pas à l'origine qu'on a fait ça. C'est au moment où on commençait à cannibaliser les éléments d'architecture grecque. C'est couchant, voire post-couchant. Bon, ça, Paul Bernard l'a très bien montré dans son compte-rendu. Malheureusement, bon, on peut faire des développements négatifs sur les conclusions tirées par les fouilleurs, mais on n'a pas les éléments qui permettent de proposer quelque chose de cohérent à la place. Autre difficulté dans l'interprétation, dans cette interprétation, c'est le fait que dans les cendres, c'est sûr, il y a eu un culte du feu à un moment, il y a une grande quantité de cendres qui sont stockées, et ça, on sait que c'est caractéristique des temples du feu zoroastrien, on garde les cendres parce qu'elles ont une utilisation cultuelle. Le problème, c'est que dans ces cendres, on a trouvé des ossements d'animaux. Or, dans le culte du feu zoroastrien, on ne brûle pas on n'est pas censé mêler des ossements d'animaux au feu. On grille, éventuellement, on grille la viande, mais on la retire après. Ce qu'on verse dans la flamme, c'est la graisse. Et là, ça paraît quand même assez suspect. Bon. Alors, pour terminer, je vais peut-être arriver, non, je terminerai plutôt là, dans 15 jours, des problèmes qui se posent. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Temple de Loxus, c'est sûr, temple confédéral, fondé par une volonté grecque, qui est resté sans doute tout le temps le temple de Loxus, maintenant, vraisemblablement un culte à statue, et des éléments annexes qui font penser à un culte du feu, mais avec impossibilité de décider à quelle phase il remonte. Alors, des problèmes qui se posent tant à l'amont et à l'aval, plus tôt et plus tard. Alors, plus tôt, j'ai dit, ce temple apparaît certainement vers 280-290. Alors, le lieu était connu dans l'archéologie depuis 1877, grâce à ce qu'on appelle le trésor de Loxus, qui est actuellement au British Museum. Ce trésor a été trouvé, on sait où, parce que dès le début on a su où c'était, un endroit qui s'appelle Tarticoba, d'une forteresse qui est maintenant tombée dans les eaux du fleuve, et à très faible distance, vous voyez, à, je sais pas, 6 km de Tartisanghi. Et il avait été trouvé là. Moi, je pense qu'il avait été trouvé par des orpailleurs. Et il s'est retrouvé dans une caravane de marchands qui essayaient de l'acheminer vers Peshawar et Rawalpindi. Mais en cours de route, ils ont été attaqués par des brigands. Et finalement, comme ça tombait au moment de la deuxième guerre anglo-afghane, c'est un officier britannique qui a réussi en fait à délivrer les marchands qui étaient ligotés dans une grotte par les bandits. Enfin, c'est vraiment c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Et ils s'étaient ligotés dans une grotte par des bandits. Les trésors étaient là. Les bandits avaient commencé à découper les plaques d'or pour se les partager. Et finalement, donc, l'officier a tout récupéré, sauf un bracelet que secrètement il destinait à sa femme. Mais finalement, ça a été récupéré aussi. Bon. Le reste de la cargaison s'est retrouvé à Peshawar et finalement, tout a été rassemblé par Sir Edward Cunningham, qui était le fondateur du service archéologique anglais en Inde, qui a fait un travail magnifique de récupération de tout ça, et c'est parti au British Museum, où ça a été très bien publié à l'époque, un catalogue qu'on trouve d'ailleurs encore, le catalogue de Dalton, qu'on trouve encore sur Amazon, et
il y est toujours. Bon. Évidemment, la tentation, quand on a trouvé Tartis sanguine, la tentation a été de rapprocher les choses. Et Igor Pitchikian, le fouilleur de Tartis sanguine, était absolument persuadé que, en fait, le lieu de trouvaille que le trésor de l'Oxus, originellement, c'était le trésor du temple de Tartis sanguine. Ça pose quand même un gros problème chronologique. C'est que dans le trésor Tartis sanguine, il n'y a rien qui soit pré-grec, et dans le trésor de l'Oxus, il n'y a pratiquement rien qui soit post-achéménide. Éventuellement, il y a quelques statues dont on a dit qu'elles étaient inspirées par des statues grecques de Kouros. Moi, j'ai regardé ça au British Museum, j'en suis pas du tout persuadé. Alors, il y a des monnaies, il y a effectivement des monnaies qui sont d'époque grecque, mais elles n'ont, semble-t-il, pas été trouvées avec le trésor. Elles sont signalées après. Donc, il y a visiblement eu plusieurs caches. Mais la cache qui contient ce qui, très vraisemblablement, est un trésor de temple avec des ex-voto, n'est pas d'époque grecque. Voilà des ex-voto. Alors, les plus beaux représentent. Vous avez tous vu, évidemment, ces objets, des personnages qui, d'ailleurs, peuvent être, dans certains cas, des prêtres. Probablement celui-ci. Quand ils ont des voiles comme ça devant la bouche, je pense que c'est des prêtres. Mais celui-là, il semble plutôt avoir une... Quand ils sont armés, n'ont pas de couvre-bouche, ça peut très bien être des laïcs. Ils tiennent les grandes baguettes rituelles qu'on appelle les barsums. Aujourd'hui, leur manipulation est réservée aux prêtres chez les Parsis, mais ce n'était pas toujours le cas. La littérature montre que ça pouvait être aussi utilisé par des laïcs. Bon, alors, ça, c'est les plus beaux. Alors, il y a aussi du tout venant, des choses beaucoup plus... C'était des ex-voto qui étaient exécutés sur place. Alors, si on avait les moyens de s'en payer un beau, on se payait ça. Puis sinon, c'était des gribouillis. Voilà, à nouveau... Alors, eux, ce sont clairement des prêtres, avec, vous voyez, le couvre-bouche et les barsums. Voilà, alors voilà, ça, c'est ce que se payait le pèlerin peu argenté. Hein. Voilà. Alors, une idée qui semble un peu compliquée, mais sans doute plus vraisemblable, c'est une idée que j'ai partagée avec Paul Bernard, et on est un certain nombre maintenant à le penser, c'est qu'effectivement, il y a un rapport. Il y a un rapport, mais ce n'est pas un rapport totalement direct. C'est-à-dire que le trésor de l'Oxus, ce serait le trésor du temple de l'Oxus qui a précédé celui que les archéologues ont trouvé. Il y aurait eu déjà, vu la sacralité du lieu, il y aurait déjà eu un temple de l'Oxus à l'époque achéménide. Alors, peut-être effectivement à Tarticobade, peut-être sous Tartis sanguine, mais les fouilleurs actuels pensent avoir repéré un bâtiment antérieur, mais ils n'ont pas encore publié ça, et comme le rocher à fleurs très très près, c'est pas évident qu'on va trouver des traces très convaincantes. Ce trésor de ce premier temple aurait été caché soit au moment de la conquête d'Alexandre, soit au moment des troubles des troubles après lui, en tout cas avant l'époque séleucide. Et ensuite, les Séleucides arrivent et refondent le temple de l'Oxus à Tartis sanguine, où d'ailleurs on a effectivement trouvé quelques rares ex-voto en or, hein, mais pas du même style, et on en a très très peu. Voilà, il y a sans doute continuité du lieu de culte, il n'y a pas forcément et même probablement pas continuité du temple. Alors, j'avais encore une chose à vous dire, mais ça j'en parle la prochaine fois. Là j'ai parlé donc des problèmes qui se posent avec la préhistoire du temple de Tartis sanguine. Maintenant il y a la fin de son histoire. Ça s'arrête quand? Sous quelle forme?
Eh bien, les seuls qui nous ont dit quelque chose là-dessus, ce sont des Chinois, au 8e siècle, qui sur place ont recueilli une légende qui pendant longtemps a semblé être complètement un conte à dormir debout, et qui maintenant qu'on a la fouille, trouve une illustration très très précise sur le terrain. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.